Alors, je suis avec Christophe Delort et Christophe Dubois, co-auteurs du livre Circus Politicus, édité chez Albin Michel. Donc, nous sommes au Salon du Livre. Christophe Delort, Christophe Dubois, bonjour. Donc, vous avez sorti ce livre il y a quelques semaines. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que vous entendez par Circus Politicus ? Le Circus Politicus, c'est le théâtre d'ombre de la politique et c'est un livre sur la prise de contrôle de notre vie politique par des institutions, des organisations et par des cercles d'influence. Alors, ces cercles d'influence, en termes de démocratie, est-ce qu'ils ont mis en danger ou est-ce qu'ils mettent en danger la démocratie en France ? C'est un livre qui raconte le putsch démocratique, c'est-à-dire la manière dont ces organisations et ces institutions dépossèdent les électeurs et les citoyens de leur pouvoir de choisir. Donc de ce point de vue-là, on peut considérer qu'effectivement, il y a une mise en danger de la démocratie. C'est le cœur du sujet d'ailleurs. Alors, qui sont ces gens qui justement ont fait ce putsch démocratique et qui, entre guillemets, contrôlent le monde ? Il y a plusieurs cercles. Donc nous, on ne croit pas du tout à un gouvernement mondial. On croit en revanche, effectivement, à, on va dire, trois cercles de pouvoir qui dépossèdent les citoyens de leur pouvoir. Le premier se situe au niveau européen, ce sont les institutions européennes, notamment le Conseil européen, qui est un rassemblement de chefs d'État et de gouvernement qui décide de la politique menée au niveau européen, et on révèle des notes confidentielles qui permettent de comprendre comment fonctionne exactement ce Conseil européen. Le deuxième cercle de pouvoir sont des organisations internationales qui sont de tout type, qui s'occupent des réglementations sur le travail, sur l'audiovisuel, sur l'Internet, etc., dont on sait peu de choses et qui, sans contrôle démocratique, édictent des règles. Et le troisième pilier de ce pouvoir, ce sont des réseaux d'influence tels que la conférence Bilderberg ou la commission trilatérale, qui sont un rassemblement d'élites, hommes et femmes politiques, patrons de multinationales, grands patrons de banques connus, et qui, dans des cercles très fermés, ont mis en place ce qu'on pourrait appeler une fabrique idéologique à tendance très libérale. Alors effectivement, dans votre livre, à plusieurs reprises, vous vous dédouanez de ce que vous appelez la thèse complotiste du gouvernement mondial. Pourtant, par exemple, à la page 436, vous écrivez vous-même « Un gouvernement mondial se dessine ». Donc je vois quelques contradictions là-dessus. Est-ce que vous pouvez expliquer ? On ne croit pas du tout à la thèse qu'il y a une espèce de grand gouvernement au-dessus de tout qui aurait pris le contrôle de nos vies, etc. Ce que l'on fait, nous, c'est une enquête journalistique. C'est vrai que la conférence Bilderberg, la commission trilatérale, ce sont des organisations qui font fantasmer ce qu'on appelle les complotistes. Nous, on a une approche qui est l'approche qu'on a eue avec tous nos livres, c'est-à-dire une approche d'enquête. Très concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aller voir ces conférences, aller voir ce qui s'y passe, en rencontrer les responsables, aller voir les archives, récupérer des notes et voir effectivement en quoi ces cercles d'influence ont une réelle influence. Et on en a trouvé des exemples très concrets. Nous avons retrouvé des rapports où est défini ce qu'est la démocratie dans ces cercles d'influence. Et on se rend compte qu'effectivement, pour ces élites, moins il y a de démocratie, mieux c'est. L'autre dimension qui nous a intéressés, c'est de voir que ces cercles d'influence étaient un système de cooptation, ce que l'on a appelé la bande des commissaires chargés de la concurrence, qui sont les commissaires les plus importants au niveau européen, puisque c'est eux qui sont chargés de lutter contre les cartels, les ententes, etc. Et depuis les années 80, à travers ces cercles et la Commission européenne, ces gens se cooptent entre eux. Et l'un d'entre eux, notamment, s'appelle Mario Monti, qui était le président européen de la Commission trilatérale et qui est aujourd'hui le président du Conseil italien. Et ancien de Goldman Sachs, absolument. Alors, par contre, dans votre livre, vous ne mentionnez pas les personnes qui revendiquent et qui désirent un gouvernement mondial. Notamment Jacques Attali, qui est passé 572 fois à la télévision en 2011, c'est sourcé par les Nouveaux Chiens de Garde, a réclamé à plusieurs reprises, notamment sur Télévision Publique Sénat, un gouvernement mondial avec Jérusalem comme capitale.
Comment se fait-il que vous ne citiez pas les propos de Jacques Attali? Nous, on s'est concentré sur les Français, effectivement, importants, notamment à la commission trilatérale et à la conférence Bilderberg. Et en l'occurrence, le président de la conférence, enfin, le directeur du comité exécutif de la conférence Bilderberg est un Français, qui est le président du groupe Lafargue. Ce que peu de gens savent. On a essayé de l'interroger, on lui a adressé un certain nombre de questions, il n'a pas souhaité nous répondre. D'autres Français font partie effectivement de ces séries de réflexion, Manuel Valls, Elisabeth Guigou, Jean-François Copé, et là je parle et de la commission trilatérale et de la conférence Bilderberg. Donc c'est effectivement des cercles d'influence où l'on retrouve, bon, pas que des Français, mais en l'occurrence on s'est intéressé à un certain nombre d'entre eux qui ont accepté de répondre à nos questions d'ailleurs. Jacques Attali serait donc un complotiste, étant donné qu'il veut un gouvernement mondial? On ne s'est pas intéressé spécifiquement à Jacques Attali. On a interrogé Étienne d'Avignon, qui est quelqu'un que peu de journalistes vont voir et qui a accepté de nous répondre. On a vu 200 personnes, alors peut-être qu'on en a oublié un, je veux bien vous le confesser. Très bien. Alors vous citez aussi Rockefeller dans votre ouvrage. Est-ce que la vision de Rockefeller, quelle est la vision de la famille Rockefeller par rapport à justement cette mondialisation et ce nouvel ordre mondial? Attends, Christophe ? Voilà, je voulais vous interroger sur la famille Rockefeller. Vous citez cette famille à plusieurs reprises dans votre livre. Un personnage de la famille. Oui, David Rockefeller. L'histoire de la famille. Alors, il y a une citation qui est largement répandue sur Internet, qui est issue de ses mémoires qui ont été publiées en 2002, à la page 405. Je vais vous la lire. Quelques-uns croient même que nous faisons partie d'une cabale secrète travaillant contre les meilleurs intérêts des États-Unis, caractérisant ma famille et moi en tant qu'internationalistes et conspirant avec d'autres autour de la Terre pour construire une politique globale plus intégrée, ainsi qu'une structure économique, un seul monde si vous voulez. Si cela est l'accusation, je suis coupable et fier de l'être. Ici, David Rockefeller fait un véritable aveu de ce qu'ils sont en train de mettre en place et ce dont, dans votre livre, vous vous dédouanez de croire. Comment vous réagissez à cette citation? Je suis sûr d'interpréter la phrase de la même manière que vous. Il se trouve qu'il fait référence au fait que la trilatérale et le groupe Bilderberg ont été accusés, ont fait l'objet d'accusations aux États-Unis d'être socialistes, internationalistes, c'est-à-dire socialistes. Ce qui, du point de vue européen, enfin d'un point de vue d'un Européen, peut paraître aberrant. Enfin, il y a des, sur ces groupes-là, la description que nous en faisons, l'analyse que nous en faisons, mais nous c'est un livre d'enquête, est très différente de celle qui a pu être faite aux États-Unis où on les accusait d'être socialistes. Nous, il nous semble plutôt à l'inverse que ça a été des outils de propagation d'une idéologie ultralibérale, libre-échangiste, favorable au business américain, donc qui est une accusation contradictoire. Donc là, il répond à quelque chose qui n'est pas du tout le prisme que l'on a, prisme qui, de notre point de vue, peut paraître aberrant. Là, je parle de la critique, d'une critique américaine de ces groupes-là. En revanche, on a retrouvé donc cette citation, parce qu'il y a beaucoup de citations de Rockefeller qui courent. Là, vous en avez cité une issue de ses mémoires. Il y a une interview qu'il a donnée à Newsweek en, si je ne me trompe pas, 1989, qui est plus intéressante. Il nous a fallu d'ailleurs très longtemps avant de retrouver, parce que c'était dans une version de Newsweek, dans la version internationale, il nous a fallu très longtemps avant de retrouver la citation elle-même, qu'il a effectivement prononcée, et qui dit que, alors à l'instant j'ai oublié les termes exacts, mais que les gouvernements doivent laisser la place à d'autres pouvoirs et que le business est l'entité appropriée pour prendre ce pouvoir. Je regrette de ne pas avoir la citation exacte, mais vous la trouverez, elle est dans le livre. Et ça, c'est une citation qu'il a bien faite. Par ailleurs, nous, on a essayé de voir David Rockefeller et ça n'a malheureusement pas été possible. Est-ce qu'on est en train d'assister à la disparition des États-nations et à une véritable mondialisation au profit des intérêts privés? Alors nous on est journalistes, donc on ne peut pas parler d'avenir. Moi je suis directeur d'une école de journalisme, je ne cesse de dire aux élèves, ne parlez pas de ce qui va se passer demain, ni de ce qui va se passer dans 50 jours, ni dans 100 jours, on n'en sait rien, on est toujours surpris. Donc nous on peut parler du passé récent et du présent presque immédiat. Et donc nous, Christophe vous a raconté ce qu'on racontait. Voilà. Une dernière question? Oui.
Donc j'aimerais revenir sur une émission chez TADI où l'un de vous a participé, désolé je ne sais plus lequel d'entre vous. Vous étiez donc face à Jean-Hervé Lorenzi et Franz-Olivier Gisberg, si je me souviens bien, malgré le fait que vous vous dédouaniez d'être un conspirationniste, comme certains se font appeler, en restant factuel dans vos analyses, vous avez quand même réussi à vous faire traiter de conspirationniste par ces deux personnes. Donc est-ce que vous voyez bien que lorsqu'on essaye de se poser sérieusement des questions sur ces instituts, on se fait tout de suite traiter de tous les noms et donc visiblement on ne peut pas en débattre librement. Est-ce que vous rejoignez ce jugement ? Non. Pourquoi on n'est pas conspirationniste ou complotiste? Parce qu'on ne dit pas qu'il y a un complot. En matière d'enquête et de regard sur la vie politique, il peut y avoir deux types de regards. Nous, on a dépassé le stade de l'interrogation sur les personnes. Et généralement, de plus en plus, les journalistes politiques ou les journalistes non politiques, mais qui s'intéressent aux questions politiques, s'intéressent simplement aux personnes, comme si les personnes dominaient la vie publique. Nous, on s'est intéressé à autre chose qui est le système. On essaie de décrire la mécanique du système. Et pour qu'un système en matière politique ait de l'influence, il ne faut pas nécessairement un démiurge qui dit je vais nommer à chaque endroit telle ou telle personne. Il n'y a pas nécessairement de gouvernement mondial, mais il y a un système qui, avec des personnes qui éventuellement défendent... Dans votre livre qu'il y en a... Non, là vous faites référence à... Oui, non, mais vous faites référence à une demi-phrase qui dit qu'un gouvernement mondial se dessine. Ça ne veut pas dire... un gouvernement, là vous reprenez l'expression, il peut y avoir un gouvernement des hommes par un système. Non, on n'est pas en train de... on sait ce qu'on a écrit, on l'a écrit, on vous parle de la mise en... Enfin après il faut... En fait quand je lis votre livre, je vois que vous prenez parti pour une thèse, c'est celle... Il y a une thèse qui est dans tout le livre, elle n'est pas sur une demi-phrase notre thèse. Notre thèse, elle est que... plus d'Europe, c'est besoin de plus de fédéralisme européen. Non mais là vous parlez d'autre chose, Oui mais parce qu'en fait, vous critiquez un système qui est la mondialisation et le fait que les peuples soient dépossédés de leurs droits. Mais en fait, la solution que vous apportez, notamment dans la dernière partie de votre livre, c'est plus d'Europe et plus de fédéralisme européen. Vous devriez distinguer deux choses. Notre thèse, c'est que l'électeur a de moins en moins sa part dans le système qui est mis en place. Le système, il est mis en place au niveau européen, au niveau, le cas échéant, de la gouvernance mondiale, et au niveau national. Et que notre livre, la conclusion qu'on peut tenir de notre livre, c'est que l'électeur doit se réapproprier son pouvoir, qui est d'être représenté fidèlement par des gens qui sont responsables devant lui. Ça, ensuite, chacun peut se faire son idée là-dessus. Nous, on n'a pas à faire de propositions politiques, on n'est pas des hommes politiques. Mais notre livre appelle d'une certaine manière à plus de démocratie, mais la question, c'est que les gens soient souverains. C'est pas, moi, notre point de vue, ça n'a pas de sens de dire la souveraineté nationale. La question, c'est que les électeurs soient souverains. Alors, que ça passe au niveau national, ou au niveau européen, ou ailleurs, d'une certaine manière, on n'a pas à s'exprimer là-dessus. On n'est pas fondé à dire ça doit être à tel niveau, tel niveau. Ça, chacun, là il y a des centaines de personnes, mais au-delà en France des dizaines de millions, chacun peut avoir son idée. Nous, ce qu'on décrit, c'est une architecture du pouvoir dans laquelle l'électeur est de plus en plus cantonné à voter pour la galerie. Et où les élections ont de moins en moins d'importance. Après, voilà, donc il faut distinguer deux choses. Et donc, il y a une chose qui semble sûre, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une forme de déséquilibre instable, dans lequel, très clairement, l'architecture du pouvoir est organisée avec des failles démocratiques béantes, en grande partie volontaires, et que des groupes d'intérêt s'engouffrent dans ces failles pour imposer le plus possible leur vue. Il y a plusieurs manières de sortir de ce système, c'est pas à nous de le dire. Très bien. Et là, je pense qu'il n'y a pas de contradiction là-dedans. C'est pas juste de dire qu'il y a une contradiction.